j'ai décidé de prendre l'axe du New Space et de conceptualiser un petit peu ce terme qui peut être défini de tout un tas de manières, mais je vais vous l'expliquer avec mon interprétation. Donc un petit peu d'informations par rapport à MySpace. Donc on est une filiale à 100% d'Ariane Group. Et Ariane Group, donc c'est une co-entreprise gérée par Airbus et Safran. Donc nous, notre objectif, c'est ça, c'est de faire un lanceur réutilisable, comme nos amis américains et bientôt chinois. Donc c'est un lanceur qu'on appelle mini-lanceur, donc il fait quand même 60 mètres, mais comparé à sa charge utile et aux autres lanceurs du marché, on est plutôt dans la catégorie des mini-lanceurs. Je vous passe les détails, mais notre pas de tir est en Guyane. On a récupéré l'ancien pas de tir des Russes. Voilà, ils font plus partie de l'équipe. Et il y avait un pas de tir qui marchait très bien avec notre lanceur. C'est le time to market des fois est cruellement intéressant. Donc on développe un lanceur qui a deux fonctions. Le LV, donc c'est la version expandable, c'est-à-dire il revient pas sur Terre, mais donc il a plus d'ergol, donc plus de carburant, donc il peut amener une charge utile un petit peu plus lourde. Une version RLV, donc reusable, avec le premier étage qui vient se poser sur une barge, mais du coup la charge utile est un petit peu plus légère. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle un kick stage, donc c'est un peu un troisième étage, c'est le vaisseau dans le vaisseau, qui permet de faire du service en orbite et tout un tas de fonctionnalités plutôt intéressantes. Donc, le Old Space, qu'est-ce que c'est ? Alors le Old Space, c'est le spatial comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire quelque chose de très précis, c'est des Rolex. Le Old Space, c'est super précis, ça a vraiment une finesse. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire derrière le James Webb Space Telescope, mais quand il a été envoyé, donc c'est un télescope qui coûte 10 milliards, hein, c'est quand même un petit bijou, et quand il a été envoyé, la NASA a un petit peu paniqué parce que ses propulseurs ne se mettaient pas en route. Et pourquoi ces propulseurs ne se mettaient pas en route ? Parce que la Ariane 5 qu'il a envoyée était tellement précise que la trajectoire était parfaite, et la durée de vie du James Webb Space Telescope a été doublée. Donc ça, c'est super, mais ça coûte super cher et le marché, il a un petit peu changé. Et donc, on n'est plus sur des charges utiles à 400, 500, 600 km de la Terre aujourd'hui. Et en fait, cette qualité, elle est devenue très coûteuse et pas forcément intéressante pour le marché. Et donc, Ariane Group s'est retrouvé dans une situation où, à part les lancements européens, donc les lancements souverains, et il y en aura toujours, son lanceur était quand même beaucoup plus cher que les lanceurs qu'on pouvait trouver ailleurs, notamment chez SpaceX qui est arrivé et qui a un petit peu tout perturbé. Et donc là, si vous voulez, c'est un peu une métaphore de pourquoi est-ce que le Old Space, ça coûte si cher. C'est quand on va avoir un problème, en fait, on a vraiment un découpage de l'information, et puis en gros, pour faire simple, mais vous le retrouvez dans toutes les grosses boîtes, plus on monte, plus on a de l'info. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un terrain qui va vouloir prendre une décision, mais qui ne va pas en avoir forcément les moyens. Et donc cette décision qui devrait être prise rapidement, elle va remonter progressivement. Et puis il y a quand même une aversion au non qui fait que non seulement on passe du temps et des ressources à remonter cette pyramide, et à la fin on a un non. Donc on n'a rien fait, mais on a quand même perdu du temps et des ressources. Donc ça, c'est le défaut de toutes les grosses boîtes aujourd'hui qui se sont structurées autour d'une forme de réussite. Ariane Group a été pendant très longtemps le leader mondial des lanceurs spatiaux. Et le problème, c'est que quand le vent tourne et que vous êtes cristallisé autour d'une méthode, c'est un petit peu difficile de bouger. Et donc le New Space, qu'est-ce que c'est ? On va pas recruter tout le middle management. Donc c'est vraiment, on a l'exco et tout le monde. Point. Donc on a gagné un sacré temps. On est aussi une voilure bien plus réduite, puisque aujourd'hui chez MySpace, on est un petit peu plus de 300. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de se dire, l'exco, en fait, il va donner une vision, et chacun va essayer d'atteindre cette vision. Donc tous les 3 mois, on la remet en question, et puis on essaye d'avancer comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on a un fonctionnement un petit peu plus agile, dans le sens où on se fait confiance, et puis on discute assez régulièrement. Et donc un premier point qui est un petit peu intéressant. Donc première question, c'est et la qualité dans tout ça ? Est-ce qu'on ne perd pas un petit peu trop en qualité en n'ayant plus tous ces garde-fous de précision du vous êtes sûr que c'est comme ça, vous êtes sûr que c'est comme ça, etc. Je vais en parler juste après. Mais un truc qui est intéressant là-dedans, c'est que le modèle dans lequel on fonctionne, il est beaucoup plus orienté open source. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on partage l'information entre nous, donc sur XWiki. Et l'idée, c'est de se dire, quand on a bien l'information, on peut prendre une bonne décision, alors que s'il faut remonter 4 échelons pour avoir le schéma complet pour bien prendre la décision, ça coûte beaucoup plus cher, et puis ça infantilise, enfin bref, c'est un peu désoptimisé. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement beaucoup plus transparent, et typiquement, on n'a pas 15 XWiki
un pour chaque équipe, on a un XWiki commun, et en fait, tout le monde va pouvoir regarder ce que font les uns les autres. Par rapport à la qualité, donc ça, c'est les moteurs Raptor de SpaceX qui ont un peu ouvert la voie dans cette direction-là. L'idée, c'est de se dire, on va pas faire quelque chose de pas qualitatif, on va commencer par faire quelque chose de pas qualitatif. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter, et en fait, on itère vers quelque chose de mieux. Et donc, en fait, tous les 3 mois, on se pose la question de où est-ce qu'on va être dans 3 mois? Ok. Et où est-ce qu'on va être les 3 mois d'après? On posera la question dans 3 mois. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Donc, on évite un petit peu d'être dans ce système boule de cristal. On prévoit tout à 5 ans, et puis 5 ans plus tard, on explose les budgets, et puis ce sera prêt dans 5 ans. On est sur un truc un peu plus étape par étape, tranquille, c'est pas parfait, mais on améliore. Donc ça, c'est... oui, on perd en qualité si on regarde le premier exemplaire de vol, mais au final, on itère toujours vers un idéal de perfection. Comment est-ce qu'on gère l'information maintenant? Donc, côté Old Space, on va avoir quelque chose de très décentralisé. Donc c'est chacun voit midi à sa porte, chacun a son petit package, etc. Et alors là où c'est intéressant, donc c'est côté Ariane Group où ça utilise Confluence. Et bien Confluence, c'est une initiative bottom-up. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui marche vachement bien dans le monde des logiciels. C'est quand le besoin génère l'outil. Donc il y avait un vrai besoin en fait de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à centraliser nos infos en fait et pouvoir y accéder depuis un site internet? Et donc, il y a une équipe qui a commencé ça, et puis 2 équipes, et 3 équipes. Et en fait, c'est vraiment devenu un truc qui a pris toute la boîte. Ça, c'est un outil qui arrive bien à qui répondre à un besoin. C'est la seule méthode pour avoir un outil qui est apprécié. Et le problème, c'est que la politique d'Atlassian, elle a été un peu... on vous a pas dit on-premise, en fait, c'est fini dans quelques années. Ah, okay. Non, vous ne nous aviez pas dit. Et puis après, on va arrêter les data centers, mais on vous le dira dans 2-3 ans. Okay. Et donc, quand MySpace a été créé il y a 3 ans, j'ai rejoint MySpace à ce moment-là. Et l'idée, c'était de se dire, cet outil, il est utile, quoi. On a besoin d'un truc comme ça. Par contre, on va pas partir sur Confluence, on va partir sur une autre solution. Et donc, on a un petit peu regardé le marché, et c'est XWiki qui a gagné, outre l'aspect open source. L'interface utilisateur était bonne, il y avait tout allait, en fait. Donc on est parti sur XWiki et l'idée c'était de se dire dès le début, on va avoir un endroit où on centralise tout et puis ça va bien se passer, vous verrez. Alors donc moi quand j'ai rejoint MySpace, il n'y avait même pas d'IT, etc. Donc j'étais en charge de mettre en place les serveurs et c'était même... Et si on partait sur du Linux, tous sur du Linux, on vient de démarrer, on pourrait se dire allez on part tous sur du Linux. Non. Alors, pas trop d'arguments non, un part non très franc. Donc tant pis, on a raté ce coche-là, mais c'est la vie. Et donc, ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'au début de MySpace, on était 20, donc ça allait, c'était pas très compliqué. On peut mettre en place un monde un petit peu parfait, et puis c'est assez vite pour pas voir tous les défauts qui sont en train de naître, et puis les exceptions, il y en a pas tant que ça. Et donc on est passé de 20 à plus de 300 en 3 ans, et malheureusement, l'inévitable est arrivé, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un idéal un petit peu au tout début théorique et une réalité où en gros donc j'ai changé le Confluence en XWiki mais on va retrouver du Excel, chacun fait comme il veut en fait, il y a vraiment c'est un peu terrible mais c'est comme ça. Et donc ce qui s'est passé c'est que je me suis dit on est en train d'avoir de l'information partout, il y a ChatGPT là qui est arrivé qui a l'air d'être très intéressant pour comprendre l'information et en faire une synthèse. Tant que cette information, en fait, elle est symboliquement des chaînes de caractères, quoi. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas patcher le fait de ne pas avoir réussi à centraliser notre information avec cet outil qui serait capable d'aller piocher à gauche, à droite pour nous donner la réponse très rapidement de c'est quoi la réponse à ma question? Et je laisse Alexandre expliquer la suite. Et là, c'est mon time to market version LLM. Alors du coup, les LLM sont sortis dans les 2 dernières années et on a vu leur essor avec la technologie qui est montée en compétences. On peut dire compétences parce que j'aime bien les considérer comme des assistants qui sont un peu knowledgeable sur un peu tout. Et du coup, le but du jeu, ça a été de tiens, on commence à avoir de l'information un peu partout. Et le problème, c'est qu'un humain, il a du mal à trouver cette information où il s'arrête souvent il fait une note sur XWiki et après il va aller sur une autre note, il va pas aller plus loin. Cependant, ces fameux LLM, ils ont quand même la capacité de lire beaucoup de choses et très très vite. Et ce beaucoup de choses, ça peut monter jusqu'à des centaines de pages. Et du coup, l'idée était de tiens, est-ce qu'un LLM, en piochant un peu partout, ne peut pas me faire des synthèses, me créer des connexions? Et c'est comme ça qu'est né notre petit Isaac. Je vous présente le petit Isaac.
Isaac, qui est du coup, nous avons décidé de partir sur une architecture totalement on-premise. On s'est dit, tiens, back-end, LLM, tout ça, cloud, nanana. Lui, est-ce qu'on prend du OpenWeb UI? Le principe de MySpace, c'est qu'on a super vite. Pour aller super vite, on fait les choses nous-mêmes, on a tout fait nous-mêmes, on est allé super vite. Donc juste pour l'ordre d'idée, on a hébergé donc ces 3 modèles-là que vous voyez, donc qui sont des gros modèles, en plus pour un hardware à 20 000 euros. Donc 300, un ChatGPT en interne qui est sécurisé pour 20 000 euros, en vrai ça va pour 340 personnes. Et du coup, l'objectif était, bah tiens, est-ce qu'il peut pas m'aider au quotidien? Surtout, est-ce qu'il peut essayer de me rassembler mes informations grâce à sa vision? Et du coup, pour ce faire, voici ce que nous avons fait. Pardon. Juste petite question à main levée. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas ce que c'est le RAG? Top. Ah, il y en a 2, du coup je vais expliquer. En gros, la petite boîte, c'est que comment une IA est capable de chercher des informations dans des documents, vu qu'elle ne peut pas taper sur Internet ou autre, ou sur ta base, c'est qu'on va indexer avec une autre IA spéciale qui permet d'indexer les documents, on va les découper en petites parties, on va créer des petits vecteurs, et on va faire une petite base de vecteurs, et après au moment où quelqu'un va chercher, du coup va poser une question, cette question va être indexée pareil, va être placée dans cet espace, et on va prendre les X documents qui sont autour, et on va les redonner au LLM. Alors du coup, de notre expérience, ça marche pas mal, sauf que du coup, comme ça dépend vachement du LLM et du modèle qui gère la recherche, c'est quand même chouette d'avoir un modèle qui est quand même capable d'avoir des scores. On cherche toujours à savoir, tiens, quel est le meilleur score. Donc les modèles de re-ranker, est-ce que quelqu'un à main levée ne sait pas ce que c'est un modèle de re-ranker? Top. Les modèles de re-ranker, en fait, c'est des modèles d'IA qui ont été spécialement entraînés pour vraiment output un score. J'ai la question, j'ai la réponse, à quel point la question est pertinente par rapport à la réponse. Et du coup, ça permet de reclasser ces documents. Et à la fin, en fait, la grosse force du LLM, c'est qu'il est capable de, bah tiens, un humain serait arrêté au 2, 3e document. Lui, il peut en manger 50. Dans les 50, si on tape large, normalement, on a forcément la réponse. Lui, en 2 secondes, il va trouver la réponse et où la sortir. Donc voilà, modèle de re-ranker, c'est super. Et au-delà de ça, du coup, ça nous a permis de créer des interconnexions avec XWiki et nos autres softwares. Donc XWiki qui est notre principal, donc on s'est vachement concentré dessus. Et maintenant, notre IA est capable d'écrire des pages, aider à la rédaction tous nos utilisateurs, faire de la traduction comme un DeepL, et tout ça en interne et sécurisé. Et permet aussi de contrer le syndrome de la page blanche. Je cherche à partir, tiens, j'ai des notes, mais je n'arrive pas à écrire. Bah, l'IA peut faire une page entière de draft avec vos notes, ce qui permet quand même de, au lieu de passer 1 heure à rédiger votre document, vous mettez 10 secondes et vous relisez, vous corrigez, ça va quand même beaucoup plus vite. Et du coup, petit aperçu de ce que nous prévoyons de faire aujourd'hui, parce que du coup, on est bon niveau timing, je peux arrêter de débiter? 7 minutes? Ok. Alors, du coup, mon avis sur le RAG, c'est que bah, c'est bien chouette d'indexer tout ça dans des bases, sauf que c'est pas spécialement persistant dans le temps, surtout dans une base, typiquement un wiki comme XWiki, qui bouge tout le temps. Donc, et surtout, à quel moment on crédite une donnée est plus valable que l'autre parce qu'elle est plus récente, c'est peut-être pas vrai. L'autre valable, enfin l'autre donnée a été validée il y a 2 ans, et si on commence à mettre des scores sur des dates, etc., ça peut être compliqué. On peut douter de la véracité. Il y a les systèmes de tags, etc. Mais bon, voilà. Le RAG, en fait, on est obligé de reprocess via CUDIA chaque document, et ce qui est assez coûteux et pas très du coup persistant dans le temps. Du coup, l'idée, et j'ai eu cette idée grâce à Ludovic qui m'a dit, tiens, nous, notre LLM sur XWiki utilise le moteur solaire. On s'est rendu compte que ça marchait super bien et ça va beaucoup plus vite que tous ces trucs de RAG, et comme ça, pour déployer chez nos clients et autres, bah, en fait, on n'a juste pas besoin, parce qu'il y a déjà le moteur sur la base. Donc l'idée, c'est de coupler ce fameux petit moteur de re-ranker, qui est un moteur d'IA, mais qui lui calcule à la volée, avec du coup cette intelligence du moteur solaire, en laissant le LLM lui-même choisir en mode bon bah tiens, tu m'as posé ta question, très bien, bah j'ai un gros prompt derrière, un agent qui lui résume un petit peu le contexte de l'entreprise, c'est quoi les acronymes, c'est quoi les trucs, ok. Donc je vais pouvoir être capable de sortir plusieurs recherches même qui sont similaires sur la même base. Donc je vais peut-être pas taper les mêmes documents, je vais t'en lire 600, je vais les reclasser et je vais trouver ta réponse, et tout ça en moins de 10 secondes. Super les LLM, on aime beaucoup. Et du coup, le but du jeu après, ça va être d'interconnecter ça, et le fait d'avoir vraiment la main sur notre hardware et notre back-end et front-end. On a pu créer des tools, comme j'ai montré à la slide avant, qui permettent le LLM, avec des prompts, on peut lui dire tiens, fais-moi un Droyo, parce que finalement, c'est juste des balises XML.
tiens, écris-moi des pages, fais-moi de la traduction, ça j'ai déjà dit, et surtout des nouveaux modèles de LLM. Donc est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un VLLM ou ne sait pas? Tout le monde sait ce que c'est ou personne ne sait ce que c'est? Personne ne sait. C'est des nouveaux types de LLM qui en fait sont entraînés aussi grâce à une phase d'encodeur à lire des images. Et en fait, jusqu'ici, quand on faisait de l'OCR, on faisait de l'extraction de texte. Et après, derrière, le LLM, lui, il approxime avec le texte. Sauf que pour des graphiques, typiquement, il faut plus un insight humain, on va dire. Il dit, ah bah tiens, la courbe, elle monte là, là, elle descend, la légende, elle a l'air de dire ça. Et en fait, en pur texte, c'est compliqué. Si on fait des graphiques, c'est qu'il y a une raison. Et ces modèles-là, maintenant, sont capables de vous faire des descriptions très, très précises et même créer des insights. C'est déjà arrivé chez nous. Et du coup, le but du jeu, c'est aussi de connecter ça à XWiki, où maintenant on a ces fameux modèles de VLLM qui sont, je rappelle, sur notre infra et qui passent tous les jours, toutes les nuits, à décrire des descriptions, etc. de toutes nos images. Du coup, quand on fera la recherche moteur solaire, on pourra faire aussi des recherches sur des documents, des images, le document et aussi les images liées au document. Et ça, c'est plutôt chouette et je pense en avoir terminé. Donc, merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a une équipe de Gaulois résistants qui ont réussi à passer sur Linux. Bon, la résistance est toujours bien là. Hein. Les habitudes Windows, c'est un sacré truc. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je ne comprends pas pourquoi quand on tape une lettre, ça fait A, et quand on tape une lettre, ça fait A, mais si c'est Windows, je préfère. C'est parce que la barre clignote avec une meilleure fréquence. Donc, il y a du Linux. La plupart de nos serveurs sont en Linux, parce que c'est un peu un classique. Mais non, au quotidien, en fait, on s'emprisonne progressivement sur Microsoft. Ah, tiens, quand même pratique pour gérer tout un parc d'ordinateurs. Ah ouais, c'est pratique. Bon. Donc, je pense qu'on va rester sur du Windows pendant encore un petit moment, même si on sait faire du Linux maintenant. Au niveau de la gestion, voilà. On est parti là-dessus. On verra ce que le temps fait par rapport à tout ça. Donc bon, la porte est ouverte, mais c'est pas la prochaine étape. J'ai beaucoup scripté XWiki. C'est vraiment un truc pour automatiser quand on va créer une page d'un certain format et les centraliser à un autre. Il y a eu beaucoup de travail de scripting derrière XWiki. Je trouve que c'est vraiment un outil assez intéressant avec Velocity où on peut très rapidement donner de l'intelligence au contenu qu'on fait et puis moi j'ai besoin de surveiller tous les trade-offs de la boîte. Ok, il y aura un template trade-off et dès que quelqu'un le crée, peu importe où il le crée, il est automatiquement monté à un endroit qui le centralise. Puis après, on peut ranger automatiquement. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Donc, par rapport à XWiki, on n'a pas fait trop d'interconnexions. Là, on va en faire une quand même entre l'outil de gestion des actions, donc un genre de Jira, mais développé maison, quoi, avec XWiki, puisque l'idée, ce serait de pouvoir, depuis une page XWiki, faire un push à cet outil-là pour lui dire tiens, là, j'ai besoin de me rajouter une tâche parce que je sors de réunion et en fait, comme il y a l'interconnexion Confluence Jira, là, ça va être XWiki Delta, quoi. C'est lui était un petit peu trop riche et les humains ils ont un peu de mal dès qu'ils n'ont pas pris l'habitude de faire quelque chose, donc on est parti sur Tulip au lieu de Jira. Donc il y avait Open Project, moi j'ai vraiment installé chez moi Open Project, Tulip, tout un tas d'autres trucs. On ne linkait pas à Tulip automatiquement, on n'a pas fait cette chaîne entre les deux, donc c'était un lien mou, hein, c'était un lien vers Tulip dans les bonnes pages. Et là, du coup, on est en train de passer plutôt sur une solution maison, puisqu'en fait, on avait les moyens de le faire, et puis il y avait des petits trucs sur lesquels Tulip était peut-être un petit peu trop verbeux aussi. Là, l'avantage de l'outil maison, c'est que tous les boutons servent à quelque chose. Et vu que les gens n'aiment pas les boutons qui servent à rien, ils sont contents. Ça, t'en parleras bien mieux, mais c'est rapide. Est-ce que la question repose sur combien de temps ça a pris de comprendre quelle est la bonne façon de faire? Ok.
Isaac, son temps de développement avec, si on comprend tout, parce qu'il est arrivé directement avec du RAG, c'était un peu ça le but, c'était 5 mois. 5 mois avec une première UI, etc., tout maison, 5 mois, et après, bon, si c'est question de calcul, ça prend 30 minutes. Après, 5 mois en stage aussi. Oui, 5 mois en stage. Donc J'étais à du coup 50% en termes de capa. Il y a une phase de trouver le bon modèle qui rentre sur le bon hardware. La question de quel est le bon hardware aussi pour les modèles parce qu'ils sont de plus ou moins grande taille, plus ou moins bonne capacité. La question de, en fait, à quoi ressemble une page XWiki, comment la traiter. Donc finalement, la bonne façon de faire que nous on a fait, c'était de faire ces fameuses petites chunks, ces morceaux de texte, en gardant l'intégrité de la page que l'utilisateur a fait, donc c'est-à-dire en couper par partie et sous-partie, quoi. Et tout en gardant en fait, en comptant le nombre de tokens maximum de ces chunks pour que ça rentre en fait bien dans le modèle qui est censé le calculer. Et aussi, du coup, tester des modèles. Parce que vraiment, il y a des différences entre certains modèles qui ont été entraînés. Nous, on a un petit problème, c'est qu'on parle beaucoup de fusées. Donc, des modèles qui ont été entraînés sur des bases de droit, en général, en fusée, ils sont pas très bons. Et parfois, certains benchmarks disaient ce modèle-là est top 1 dans sa catégorie. Moi, je le testais, ça donnait des trucs pas très bons. Et après, je testais le top 30, top 20, etc. Et il y en a un, vraiment, on l'a gardé pendant très longtemps. C'était Mixbread, Embed. Et voilà. C'était donc 5 mois pour la réponse et d'un stagiaire, 50%. Et sur une 4090 au début aussi. Il n'y avait pas trop le moyen, c'était un POC, est-ce que ça marche ou pas? Donc là maintenant on s'est musclé parce que oui, ça marche. C'est un serveur où dedans il y a du coup un CPU qui a un Threadripper à 24 cœurs. Bon, ça c'était un peu overkill en vrai. Un truc un peu moins, c'est pas très grave. Et par contre, c'est vraiment les GPU. Et du coup, les GPU, on a eu de la chance parce que j'ai réussi à en avoir. Et c'était des A6000 Blackwell, donc ont 96 Go de VRAM et qui sont à environ 8000 euros le GPU. Et du coup, de base, c'était un truc avec une 4090, donc côté 5000 euros, plus les deux GPU, on arrive à 20 000 à peu près. Donc voilà. Et du coup, ces deux GPU font en total 192 Go de VRAM. Et avec les bonnes optimisations fait LLM sur les tailles des modèles, le nombre de tokens précis, etc., en vrai, on peut tout caler dedans. Donc les recommandations de un gros GPU, un modèle, si on joue bien et on optimise bien, ça passe d'avoir juste deux et on peut avoir toute une pipeline avec des agents chez nous. Alors, oui, il y a pas mal de monde qui vient d'Ariane Group, qui connaissait Confluence. Alors, on va pas se mentir, lui de Confluence est meilleur quand même. Hein. Mais le chemin est tout tracé et ça va. Donnons un peu de temps au temps et ça va le faire. Donc, il y a eu ces habitudes qui étaient prises et au niveau utilisateur, quand ils le voient vraiment comme un outil un petit peu comme ça sur lequel ils n'ont pas besoin de trop réfléchir, ils regrettaient, si je peux dire. Mais après, là, l'idée, c'était de se dire, mais on sera quand même plus souverain, c'est une solution nationale, il y a tout un tas d'idées derrière qui faisaient que ça a été quand même assez accepté, cette transition.